Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Au programme de cette émission, comment réduire les émissions de méthane du bétail au Sahel. Des experts effectuent des recherches sur des bovins afin de limiter leur empreinte carbone. En Ouganda, à la découverte du royaume du Bouganda et de son patrimoine millénaire, le mausolée des rois à Kassubi est un joyau de l'architecture traditionnelle. Endommagé par un incendie, il doit bientôt rouvrir au public. Safou, noix de cola ou encore fleur d'hibiscus, elle met en avant les ingrédients du continent et compose des recettes uniques grâce à son savoir-faire artisanal. La chef Nathalie Sherman est notre invitée. Réduire le bilan carbone des élevages bovins au Sahel, c'est à cela que s'affaire une équipe de chercheurs au Sénégal. Ils mènent des expérimentations afin de s'adapter au dérèglement climatique tout en tenant compte des spécificités locales. Les vaches émettent autant de méthane qu'en Occident, mais pour une production de lait et de viande moins élevée. Nos correspondantes Sarah Sako et Aminatou Diallo sont allées à leur rencontre. 9 h, l'heure du contrôle quotidien au centre de recherche zootechnique de Dara. Ces chercheurs récupèrent dans l'étable les restes de paille de sorgho, une céréale locale. Alors ici, on est à l'étape de collecte des refus après 24 heures d'alimentation. Pendant 15 jours, l'équipe expérimente sur ces bovins de race Gobra, très répandus dans le Sahel, différentes quantités d'un même fourrage. L'objectif, trouver la ration optimale, celle qui nourrit l'animal, en limitant la production de gaz issus de la fermentation des aliments. Au niveau des gestions, puisqu'il est augmenté chez l'animal, plus l'animal émet moins de méthane. Il y a un rapport avec également la question sur l'émission des gaz à effet de serre chez l'animal. L'élevage pastoral sahélien est considéré à l'échelle mondiale comme très pollueur. Les chercheurs essayent de revoir ce système de mesure en prenant en compte l'impact environnemental global de cet élevage. Par exemple, les vaches qui parcourent des kilomètres participent avec leur déjection à disséminer les semences. En broutant, elles stimulent la croissance des végétaux. Donc là, on a des colliers de croissance qu'on appelle dendromètres et qui sont utilisés ici pour mesurer la croissance du système racinaire pour pouvoir évaluer la séquestration de carbone au niveau de l'arbre. Initié en 2020 au Sénégal, le projet est aussi mené au Burkina Faso et au Niger et ambitionne de s'étendre au reste du Sahel avec un objectif commun. Pouvoir aider les éleveurs à avoir des pratiques alimentaires beaucoup moins coûteuses, mais aussi de leur apprendre comment il faut gérer leur environnement pour qu'il leur soit utile, qu'il leur soit en tout cas productif de façon durable. Selon une estimation datant de 2020 de la Banque mondiale, 20 millions de personnes vivent de l'élevage dans le Sahel. Partons maintenant en Ouganda sur les traces de la plus importante monarchie d'Afrique de l'Est. Le royaume du Bouganda est un véritable État dans l'État qui conserve certains pouvoirs politiques. Le complexe royal de Kassubi se trouve en plein cœur de la capitale Kampala. Après 13 ans de rénovation, le lieu de sépulture des souverains ouvrira bientôt ses portes au public. Visite guidée par Clément Diroma. La renaissance d'un monument sacré. Le tombeau royal de Kassubi, classé à l'UNESCO et détruit lors d'un incendie en 2010, se dresse à nouveau. C'est symbolique, c'est iconique. Elle représente le Bouganda. Jonathan Nsubuga est sur le point de terminer le chantier d'une vie. La reconstruction d'un lieu où reposent les 4 plus grands souverains du Bouganda. Une monarchie millénaire qui administre encore 14 millions de personnes en Ouganda. Il aura fallu plus de 13 ans à l'architecte pour terminer cette hutte géante, construite à la main par des centaines d'ouvriers. Nous ne construisons pas juste pour ouvrir au public, mais pour les générations futures. Tout doit être fait dans les règles de l'art, malgré la pression. Je ne veux faire que ce qui est juste. Ici, pas de technique moderne. Chaque détail est ajouté dans un ordre précis en suivant les traditions des rois. Le clan des léopards, l'un des 52 que compte le Bouganda, est chargé des tissus. Ce travail est dans leur sang. Ils continuent un travail transmis depuis 3 générations. Cet exploit, ils en parleront tout le reste de leur vie. Le site doit ouvrir au public courant 2024, mais les tombes, elles, resteront cachées derrière ces huttes. Leur visite est interdite par les lois du royaume. La capitale ougandaise, Kampala, s'est construite autour de ces terres il y a 130 ans. Depuis, le Bouganda reste au cœur de la ville.
Le royaume est financé par ses fidèles et maintenu dans les esprits par des gardiens de la mémoire. Who is the prince? Hey. John Sempeboa, passionné par la complexe histoire du pays, a ouvert son propre musée il y a quelques années dans un quartier de la capitale. So the king planned to kill his brother, his stubborn brother. Les fresques racontent l'histoire des 36 souverains du Bouganda, tous représentés par des dizaines de statues, symboles de la passion de John. Son amour pour un empire qui aura survécu aux dictateurs et à la colonisation occidentale. Son rêve, recevoir un jour la visite du roi. S'il vient nous voir, c'est vraiment la meilleure chose qui puisse nous arriver dans le monde. Vous savez, le président peut changer. Je ne suis pas attaché à lui, mais au roi. C'est personnel et émotionnel. Vous ne pouvez pas m'enlever ce droit. Nous aimons notre roi. L'un des rares instants où il peut être aperçu en public lors de son anniversaire chaque 13 avril. Comme John, des millions de sujets attendent cet événement. Qui sait, le créateur du musée aura peut-être enfin la chance de rencontrer son souverain. Risetti de banane plantain à la crème de niébé, feuilleté de crème de sakasaka ou encore mousse de noix de cola et chocolat. Voici quelques-unes des créations culinaires de notre invitée. Bonjour Nathalie Sherman. Bonjour Valériane. Merci d'être avec nous. Baobab, safou, manioc, tant de saveurs que vous souhaitez mettre en avant. Oui, parce qu'on a la chance en Afrique d'avoir une terre fertile, donc il faut travailler ces produits en les valorisant. Et quels sont vos plats signatures? Alors, mes plats signatures sont le pondou. Le pondou, c'est un plat originaire du Congo. On ne peut pas aller au Congo et pour repartir sans manger ce plat emblématique. Donc, c'est un plat de fête, ce qui est à base de feuilles de manioc. Et puis chacun met ce qu'il veut et à l'heure où nous sommes, où on parle de la planète, je trouve bien de proposer des produits, comment dire, avec des saveurs locales. Avec voilà, les saveurs locales et surtout végétales pour pallier... pour qu'il n'y ait pas une agriculture intensive. Voilà, l'agriculture intensive, voilà. Vous nous avez justement amené quelques-unes de vos créations. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Oui, nous avons donc les cookies aux 3 farines. Donc, nous avons la farine de souchet, nous avons la farine d'igname et la farine de fonio, plus les pépites d'ananas. Ce sont des farines sans gluten. Tout ce que j'ai apporté aujourd'hui sont faits à base de farine sans gluten. Et en général, je ne travaille pas les farines, je travaille plutôt soit la tubercule, soit le légume en soi, parce que je trouve, je maîtrise plus ce travail en travaillant le fruit ou le légume en soi, plutôt que de travailler la farine, parce que la farine aujourd'hui, on n'est pas encore au top avec la poussière qu'on a en Afrique, donc je préfère travailler vraiment mes produits frais, que je sais que j'ai bien lavé, il n'y a pas de poussière, sinon on tombe sur des produits assez désagréable en bouche parfois. Et justement, vous travaillez vos saveurs avec un savoir-faire artisanal. Tout à fait, voilà. Voilà, oui, je fais mes farines aussi. Donc, je pars de la banane que je fais sécher lentement et que je réduis en farine. Pareil pour le manioc ou l'igname. Donc, quand je travaille les farines, vraiment, ce sont les farines que moi-même j'ai travaillées. Quels sont les autres plats que vous nous avez apportés? Donc, nous avons les feuilletés de manioc à côté. Et là, nous avons des muffins à base de banane plantain, fleurs d'hibiscus, puis des éclats de cacahuètes. Ici, nous avons une crème de patates douces violettes, donc fait avec la crème de chez Joe Avrels, la crème de gingembre, plus une mousse à la noix de coco. Et nous avons utilisé la crème de safou. Alors, le safou, c'est un fruit qu'on mange qui pousse essentiellement en Afrique centrale. Donc, il se présente comme ça, qui s'apparente un peu à l'avocat. On travaille cette chair-là et on en fait une tapenade pour les apéritifs ou accompagner un plat de viande. Moi, j'ai grandi avec ça. On en mange cru comme ça, là, avec les chaleurs d'Afrique. D'ailleurs, c'est ça qui m'a emmené vraiment, qui m'a donné le courage, la force de travailler, parce que quand c'est la saison en Afrique, et c'est un produit très fragile,
Donc ça tombe, ça pourrit avec les chaleurs, ça cuit très vite. Vous laissez là, au bout de 5 minutes, ça chauffe, ça cuit. Donc ça ne reste pas. Donc c'est bien de les conserver comme ça. De telle façon, on peut les manger tout au long de l'année sans qu'il y ait de gaspillage. Johan Avrol, c'est la marque d'épicerie fine venue d'Afrique que vous avez lancée. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un nouveau créneau de gastronomie de luxe et haut de gamme venu du continent qui se développe de plus en plus ? Oui, la gastronomie africaine commence à se développer en Europe. Juste en citant par exemple Maurice Sacco qui a été étoilé ou Georgina View qui ont été étoilés. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on surfe sur une vague de produits africains, donc on en voit partout et les gens se donnent vraiment les moyens de bien les travailler pour rehausser cette gastronomie africaine. Et quels sont les produits que vous-même vous proposez avec votre marque ? Alors, nous, on propose des jus à base de fleurs. Nous avons un jus de gingembre passion. Nous avons du jus de fleurs d'hibiscus ou de baobab. Après, on passe sur des crèmes salées, tartinables, salées et sucrées. Donc, on travaille la noix de cola, qui est, je ne sais pas si vous connaissez la noix de cola. Donc, c'est cette petite noix que l'on travaille, qui est très amère à l'origine, mais on a réussi à la travailler en sorte d'enlever en fait le côté amertume et qu'on n'ait que du plaisir. Merci Nathalie Sherman d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Et c'est ainsi que se termine la toute dernière émission d'Afrique Hebdo. Comme le dit le proverbe Bambara, tout a une fin sauf la banane qui en a deux. Je tiens à remercier tous nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Un grand merci pour votre fidélité. Merci à tous nos invités également d'être venus partager vos parcours inspirants, vos passions, vos idées innovantes et vos expertises. Merci à ma super chef d'édition, Aline Botin. Merci à Rebecca, Khalidou, Anthony, Agnès et Young. Merci à toutes nos équipes en régie, à la production, la programmation, l'infographie, le maquillage et la coiffure. Un énorme merci à toutes et à tous. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite.